Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans C'était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma, accessoirement un petit peu de série, mais on est toujours là pour le fun. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année pour cette première émission. En tout cas, merci déjà à tous les gens qui soutiennent. Il était une fois le cinéma, nous avons passé le cap des 300 abonnés, exceptionnel. Une progression fulgurante tout le long du mois de décembre, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, je pensais pas qu'on arriverait à autant d'abonnés en si peu de temps. Certains vont me dire, ouais, mais tu me dis, ça va, t'es pas non plus au niveau du Randall, du Fossoyeur et tout ça, mais je m'en bats vraiment les couilles. Nous sommes une radio libre. Nous sommes là pour parler avec un ton, une manière de faire comme seuls nous on aime. Et en tout cas, on prend énormément de plaisir justement à discuter avec vous justement de cette passion qui est le cinéma. Et du coup, aujourd'hui, on va voir un film, comme vous voyez l'affiche, il s'agit de Priscilla de Sofia Coppola, sorti ce mercredi 3 janvier, justement dans toutes les salles de cinéma de notre très cher pays. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, parce que c'est un film qui fait, je trouve, beaucoup parler de lui sur certaines choses, et la critique est relativement divisée. J'ai vu des films qui disent qu'il n'y a pas grand chose à dire, j'ai vu des critiques où, justement, il y a... c'est exceptionnel, souvent, voilà, disons que la vie dramatique de Sofia Coppola, enfin la vie de Priscilla Presley, justement sublimée par la caméra de Sofia Coppola. Et justement, c'est sur toutes ces choses-là qu'on a beaucoup de choses à dire. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de savoir, justement, tous les dire, justement, trouver un petit peu le juste milieu et pouvoir en discuter tous ensemble sur ce live, justement, parce que c'est ça qui est magique, de se dire qu'on en discute tous ensemble et que vous avez tout à fait la possibilité d'agir sur la barre commentaire sur vos avis sur ce film, justement. Du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire tout le long de ce live, justement, sur Sofia Coppola, déjà avant tout, parce que bon, avant de présenter Priscilla, faut présenter un peu Sofia Coppola, qui est une réalisatrice, justement fille justement de Francis Ford Coppola, très grand réalisateur du Parrain, Apocalypse Now, Coup de cœur, Outsiders aussi, Dracula pour les moins jeunes, et bientôt il viendra aussi avec son prochain film. D'ailleurs, on a très hâte de voir justement son prochain film. Moi perso, on a vu une news il n'y a pas très longtemps stipulant que c'était une question de mois, et franchement on attend ça avec impatience de voir ce que ce très cher Ford déjà ce qu'il en a encore dans le ventre, et surtout qu'est-ce qu'il va nous présenter comme œuvre. Donc voilà, perso c'est un film que moi perso j'attends un film que j'attends avec beaucoup d'impatience. Sofia Coppola, justement, fille de Francis Ford Coppola, va suivre justement la carrière de son père, on va dire, en tant que réalisatrice. Mais avant, elle a un petit passé viteuf en tant qu'actrice, parce que justement, elle a commencé d'abord en tant qu'actrice, notamment dans Le Parrain, dans The Outsider, dans beaucoup de films de son père, Rusty James, Cotton Cole. Après voilà, quelques apparitions. Elle a fait notamment une servante aussi dans Star Wars. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Dans le premier du nom. Voilà. Donc c'est une réalisatrice justement qui s'est développée avec son style à elle, justement, qui a évolué avec le temps. Très dans les voix de ton père, là où son père a filmé de grandes personnalités, de très forts caractères. Sofia Coppola s'est orientée sur beaucoup d'autres personnages, des personnages un peu plus différents. On va dire qu'elle s'est plus transcendée justement sur des personnages, on va dire, de femmes, on va dire, victimes de leur situation, on va dire, tout simplement. Par les circonstances des fois familiales, sociétales, une certaine forme de l'ennui aussi, justement, de ces femmes qui s'ennuient. Alors, est-ce que des fois, quand on parle souvent de cinéma d'auteur, est-ce qu'on doit y voir quelque chose du genre, est-ce que Sofia Coppola s'emmerde profondément ? C'est une question. Des fois, bon, moi j'assume, des fois je m'emmerde un peu devant ces films. Pas tous, certains sont plutôt sympas, je passe plutôt un bon moment, mais c'est pas les films que j'ai le plus retenu
en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une réalisatrice qui a déjà souvent est très 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 bien accompagnée, notamment en termes de chef-op, en termes de scénariste. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même des gros potentiels justement que je vois chez cette réalisatrice. Et clairement, il y a des films qui m'ont plus marqué que d'autres, en tout cas dans sa filmo, sur comment ça se passe et sur comment les choses ont évolué chez elle. En tout cas, c'est un cinéma que je trouve intéressant, qui a encore à évoluer, qui a encore beaucoup à maturer, et voilà, c'est une conception que moi j'ai en tout cas du cinéma de Coppola. C'est une façon dont je l'aborde, c'est une façon dont je l'amène, c'est une façon dont je le vis. C'est strictement personnel. Vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de me dire que tu connais rien au cinéma et tout ça. C'est ma perception du cinéma de Coppola. Alors là, clairement, vous dire, je le vends pas, je suis honnête. Moi, je parle tout le temps avec honnêteté, vous le savez, sur mes émissions. C'est un avis strictement personnel. Vous avez le droit d'avoir le vôtre, et justement, défendez-le, justement, si vous aimez le cinéma de Coppola. Je suis totalement ouvert à ça. Par exemple, Virgin Suicide, qui est un film que j'aime beaucoup, qui parle notamment de l'adolescent, justement, dans ce côté un peu, justement, film de prison féminine. Un petit peu comme le fera un film comme Mustang, dont je vous ai présenté sur les quelques films européens à voir. Donc voilà, c'est un film justement avec une très jeune Kristen Dunst justement en premier rôle, justement, et c'est un film qui est très intéressant sur ça, sur comment évoluent justement, vont évoluer ces filles justement dans ce cadre familial très strict et combattre l'ennui. Lost in Translation avec justement une très jeune Scarlett Johansson, bien avant qu'elle passe du côté de chez Marvels. Amène un cinéma, je trouve que c'est un film que perso j'aime bien parce que ça se passe au Japon et que ça te montre une certaine vision de l'ennui justement, avec un Bill Murray justement aussi en tant qu'acteur un peu blasé sur tout ce qu'il entreprend, sur tout ce qu'il fait, qui comprend rien pourquoi il est là, un petit peu en désuétude, et qui va s'attacher à cette jeune fille et retrouver un peu de goût à la vie, comment ces gens vont combattre l'ennui. Voilà, ces deux premiers films, avec notamment Marie-Antoinette qui suivra derrière, pour moi sont très intéressants, et sont justement, Marie-Antoinette est pour moi un peu le sommet sur cet aspect-là, tout simplement parce que c'est un film justement qui s'impose sur cet aspect-là justement d'une femme qui s'ennuie, dont on a privé justement la jeunesse, et qui vit dans une cour où justement, où elle ne veut pas vivre tout ça. Justement, mais elle combat justement avec ses grandes soirées, voilà, avec un gars impuissant en plus, qui était Louis XVI. Donc voilà, c'est tout un cinéma qui très jeune, enfin dans les années 2000, avait beaucoup marqué les gens, je m'en rappelle. On parlait vraiment d'une réalisatrice extraordinaire, plein de bourrée de talent, alors que quand elle fait Virgin Suicide, je crois qu'elle avait du genre 28 ans. Bon, papa et même, voilà, le réseau de papa aidement, justement, à développer ça. Elle nous montre un certain cinéma. Et sauf qu'à un moment, je trouve que Sofia Coppola, justement, n'a pas évolué tant que ça. Derrière, avec Somewhere, qui est peut-être en 10 ans quand même le petit film de trop, où je trouve au niveau du contemplation du temps sur certaines choses et du sujet abordé, marche beaucoup moins bien. Somewhere, ça parle de... Comment le résumer ? C'est justement, c'est sur un acteur justement avec tous ces débits justement, qui sont à l'ascension justement, qui n'aime pas ce qui est devenu sa vie. C'est à la trentaine, il tourne essentiellement dans les films commerciaux. Donc voilà, il y a tout cet aspect là justement où ça veut parler un peu du star system, mais ça le fait avec son style et qui, je pense, ne clinque pas. On a quelque chose de très épuré, mais justement peut-être trop épuré, justement, qui fait que ça manque justement d'énergie, un minimum. The Bling Ring, justement, est un film en 2013, moi, que je trouvais plutôt intéressant. Je l'ai pas revu depuis 2013, hein, ça fait genre plus de 10 ans que je l'ai pas vu. Je l'ai vu essentiellement en salle. C'est un film que j'avais bien apprécié parce que justement, déjà, on sortait, justement, j'étais jeune hein, à cette époque-là, hein, j'avais 21 ans, bourré de testostérone, voilà, et tu vois, c'était des jeunes comme ça qui cambriolent des stars et tout ça pour lutter contre l'ennui, leur situation sociale. Là, je voyais un petit renouveau chez Coppola. Et suivra derrière Les Proies de Don Siegel, qui pour moi enfin Les Proies, remake du film de Don Siegel,
réalisé en 71 avec un Clint Eastwood extraordinaire. Non, là c'est purement moi qui manque totalement d'objectivité, car par moi, les prods de Don Siegel est pour moi un pur chef-d'œuvre. Il est un pur chef-d'œuvre de narration, de conception, justement de tabou. Je trouve très intéressant. Moi, c'est quelque chose qui me marque énormément. Ce film est pour moi une véritable réussite artistique à tout point. Déjà avec l'audio Clint Siegel, qui montre tout le talent justement qu'a ce cher Siegel. Les proies, ça parlait notamment d'un soldat du Nord, justement, qui se retrouve, qui est en Virginie, du coup, qui se retrouve dans une pension de jeunes filles. Et justement, cet homme va amener de plus en plus de conflits, justement, entre les filles, entre, justement, sensualité, justement, séduction et de gros tabous, justement, brisés. Notamment au niveau de la pédophilie, certaines choses, voilà. Donc, clairement, elle met en scène un remake, justement, pour, je pense, vouloir la volonté, justement, d'y amener un regard féminin. Mais c'est un film qui, moi, perso, m'a laissé beaucoup de froid, parce que, bon, déjà, de base, je connaissais l'œuvre originale, le film original, c'est-à-dire celui de Don Siegel, et je perçois totalement la conception de vouloir amener... de vouloir amener, tout simplement, une envie, justement, une envie d'amener un regard purement féminin, sauf que je trouve qu'en fait, le regard n'est pas féminin sur cet aspect-là. Je pense que le film, pour moi, rate beaucoup de choses, justement, sur son personnage, justement, masculin. Parce qu'en fait, le personnage masculin joué par Colin Farrell, pour moi, a moins cet aspect, justement, ambigu, justement, que Clint. On voit très vite que justement que le trouble se casse et que justement le film passe vraiment sur un aspect, comment dire, où le film justement te présente un personnage masculin beaucoup moins ambigu, c'est-à-dire qu'il va beaucoup plus direct dans la séduction, voilà, alors que chez Don Siegel ça prend beaucoup plus le temps, ça épingle des prix à droite à gauche justement pour pouvoir amener pleinement, dire que en fait la conséquence finale justement de ce personnage arrive justement après tout l'aboutissement de ce qu'il a fait. Alors que le personnage de Colin Farrell est très vite assez, je trouve, caricatural de vouloir. Je suis l'homme de la maison, je prends les devants, je suis, voilà, même blessé, voilà. Il y a cet aspect-là beaucoup plus... Chez Clint, il y a ce côté un peu plus... où elles prennent un peu plus soin de lui, mais justement que lui en profite justement pleinement de cette scène, c'est-à-dire qu'enfin de tout ce qu'il y a autour de lui. C'est quelque chose qui est très intéressant, je trouve, dans l'œuvre de Don Siegel, beaucoup moins ambigu. Et après, c'est une question de comment on écrit des personnages. Je trouve que sur des personnages dans ce genre-là, j'ai l'impression que Sofia Coppola a des lacunes d'écriture et que d'où ça casse. Ça se brise, ça se retrouve très vite en face d'une certaine réalité. Et tel un film de Sofia Coppola, j'en parle, je baille. Donc voilà, ça veut tout dire. Mais clairement, c'est un film que perso, je trouve, qui rate beaucoup de choses et qui... Alors que moi, j'attendais avec impatience à l'époque, hein, parce que je suis un grand fan justement de cette œuvre-là, et j'étais curieux de voir justement ce que Sofia Coppola avec son regard pouvait apporter. Au final, je trouve que son regard n'est pas spécialement intéressant, n'est pas spécialement... n'offre pas une plus-value qui fait que je dis c'est incroyable. En plus, le film, à l'époque, avait eu le prix de la mise en scène à Cannes, je crois, en 2017, donc clairement, tu te poses des questions. Sur tout ce qui en suit, sur comment, d'ailleurs... comment le film, elle va réactualiser des thématiques qui datent des années 70, justement, qui étaient beaucoup plus ambiguës, beaucoup plus, aujourd'hui, non politiquement correctes. C'est aussi ça la force aussi, c'est-à-dire d'amener des personnages pas corrects. Et justement, pas corrects, mais justement que la conséquence soit beaucoup plus dramatique. Alors que là, je trouve que avec cette non-ambiguïté, justement, on amène un drame qui est au final... très linéaire.
et pas forcément intéressant derrière. Donc voilà, c'est mon avis justement sur Sofia Coppola, il y a juste un film que j'ai pas pu voir, c'est son film One Rock. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner vos avis, parce que moi perso, je l'ai pas vu. Voilà. Donc c'est un film qui était sorti, je crois, pendant le Covid. Il est sorti qu'aux États-Unis. Il est sorti pendant le Covid sur Apple+. C'était distribué par A24, voilà, grande société. Donc du coup, je pense que c'était fait pour s'entendre dans A24, c'est ça. Donc voilà, c'est un film perso que j'ai pas vu, que peut-être je rattrape un de ces quatre mais le cinéma de Coppola, justement, voilà, vous avez compris, ne me captive pas plus que ça, qui fait que derrière, j'ai des lacunes. Mais on est quand même allé voir avec un ami à moi, Priscilla, parce que justement, moi la bande-annonce venait hype. Souvent les bandes-annonces de Sofia Coppola me donnent grave envie de voir les films. Mais derrière... Excusez-moi, là derrière, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, on a fait une grosse aparté pour un peu présenter la carrière de Coppola, sur comment elle est amenée, sur comment les choses évoluent chez elle. Mais là, on arrive, pour moi, je pense, à une cassure. Une véritable cassure dans ce cinéma, justement, sur un film qui dure quand même presque 2 heures. Je trouve ça dingue comment on arrive à... En fait, ce que je peux reprocher à beaucoup de films aujourd'hui, c'est comment beaucoup de films aujourd'hui prennent autant de temps pour développer jamais autant de temps pour développer des personnages et ne font jamais autant pour en faire rien. Je trouve ça dommage, vraiment dommage. D'ailleurs, justement, ce film a été annoncé justement de mémoire en 2022. Où elle annonçait que ce serait un film sur la biographie de Priscilla Presley, adapté de ses mémoires. Et d'ailleurs, j'avais regardé justement, j'avais fait attention à ce détail-là. Je crois qu'à la production déléguée, il y a Priscilla Presley. Alors, je sais pas si elle est directement liée, c'est-à-dire qu'elle a participé notamment à certaines choses, notamment à une certaine dimension artistique. Est-ce que justement pour certains points de scénario, est-ce qu'elle a mis son veto justement sur la manière de parler? Moi j'y reviendrai un peu après. Donc voilà, moi souvent je trouve que quand tu as déjà sur ton biopic, tu as la personne qui la représente, je trouve que ça souvent c'est un peu à chier, une idée de merde, parce que tout simplement je trouve que ça casse quelque chose, ça casse vraiment quelque chose, car on a vraiment cet aspect où que la réalisatrice n'a pas le contrôle justement sur tout ce qu'elle entreprend, et moi je trouve ça quelque chose de vraiment déroutant. Donc voilà, c'était déjà quand tu pars sur des dimensions comme ça, tu te dis est-ce que le film va être intéressant? Et du coup la question, est-ce que le film est intéressant? Déjà ça parle de quoi globalement? Priscilla Presley, ça retrace la vie de Priscilla Presley à partir de 59, quand elle est en Allemagne avec sa famille, et du coup parce que son père est militaire, donc forcément elle est là-bas, et du coup elle va rencontrer Elvis Presley, qui a accompli son service militaire, qui était obligatoire à l'époque, dû à de nombreuses polémiques qu'il avait fait à l'époque, du coup pour montrer que c'est le colonel qui lui avait dit pour que tu sois un bon américain, tu montres que tu aimes ton pays, tu vas faire l'armée comme tout le monde. Donc voilà, il l'a envoyé en Allemagne. Du coup, voilà, et on se crée justement cette sensation justement de Priscilla, petite fille qui s'ennuie, petite fille qui vit dans sa bonne élève, qui vit dans sa petite Allemagne, qui vit en Allemagne, base militaire allemande. Du coup, voilà, qui est un peu dans son cocon, très 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 fermé. Et assez vite, justement, elle a envie de sortir, elle va rencontrer quelqu'un un militaire, justement, qui va lui proposer une soirée, où sera notamment Elvis. Et Elvis, justement, ils vont se rencontrer, se familiariser, justement, tous les deux, leur premier contact, premier baiser, alors que je rappelle qu'elle a 14 ans. C'était la morale de l'époque, comme on dit. Du coup, il se passe beaucoup de temps où elle n'a pas de nouvelles, techniquement entre 60 et 62. 62, justement, et reprend un contact avec elle pour lui dire viens avec moi, justement, pour qu'on s'amuse, tu vois. Donc, du coup, il lui paye le billet à l'avion aller-retour, elle fait connaissance avec sa famille, ses amis. Ils font un super week-end, enfin un super moment ensemble, où justement elle est très déçue de retourner en Allemagne. Il crée toute l'ennui, justement, de la non-présence d'Elvis. La présence d'Elvis, justement, va créer un certain manque, justement, derrière, qui fait qu'elle veut retourner vivre avec lui, voilà. Ils vont vivre, justement, leur relation, une relation relativement où Elvis est très à distance, où Elvis, justement, n'est quasi pas là,
où il lui fait littéralement ta place de Priscilla, justement, c'est de rester chez toi, occupe-toi du foyer. C'est vulgairement ça. Donc voilà, c'est comme ça, et avec une relation très shaft, où justement, où Elvis va attendre le mariage, et il juge Priscilla un peu jeune. Voilà, tout compter ses problèmes de drogue. Et justement, il y a un des trucs les plus intéressants que je vois sur cette période-là, c'est l'aspect frustration sexuelle. Parce que justement, vers 62, 63, 64, justement, elle a presque 4... Attends, il se marie en 67, de mémoire. Ils sont continués en 59, elle a 14 ans. Donc elle avait... Il se passe 8 ans, donc elle avait déjà 26 ans, tu vois. Donc à un moment, tu fais... C'est-à-dire qu'Elvis, il y a ce côté-là où justement, frustration sexuelle, qu'elle ne peut pas se donner à quelqu'un d'autre parce qu'elle l'aime et tout ça. Et donc il y a tout un sujet-là que je trouve intéressant, mais j'y reviendrai après. Du coup, vient 67, justement le mariage, elle devient rapidement enceinte, donnant naissance à leur enfant. Et derrière suivra justement une relation de plus en plus compliquée. Où Elvis n'est quasi jamais là, où justement sa dépendance aux médicaments devient très très compliquée. Et justement, ce qui mène à des vies de plus en plus séparées où Priscilla finit par le quitter. Et justement, le plan du film, dernier plan du film, finit sur Priscilla qui prend sa voiture et se casse. Voilà, ça a duré 2 heures. Donc du coup, comme vous pouvez l'entendre, j'ai des choses à reprocher à ce film. Pas mal de choses, pas mal de petites choses. Je tenais juste avant de commencer quelque chose, de parler un petit peu de la photographie. De la photographie qui perso pour moi je trouve est magnifique. Est magnifique. Voilà. Petit point d'eau avant d'y repartir. Une photo que je trouve magnifique pour moi avec un chef-op que je trouve hyper intéressant, qui est notamment le chef-op de Sofia Coppola depuis Les Proies. Elle avait avant des belles photos, mais c'est vrai que Les Proies, j'y parlais pas tout à l'heure, mais clairement Les Proies, pour moi, c'est son film avec la plus belle photographie, un peu désaturé, beaucoup de contre-jour, très très marqué, moi j'aime beaucoup. C'est notamment Philippe Le Sourd, qui est notamment un très grand chef-op, et qui s'est fait remarquer, pour moi, de manière beaucoup plus importante, avec The Cruel Master, parce que je l'ai connu vraiment dans le tard, The Great Master de Wong Kar-wai, qui est pour moi un film exceptionnel, dont je vous parlerai un jour, qui a notamment travaillé justement avec... qui a été assistant de Darius Khondji, et ça se voit. Darius Khondji, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour moi peut-être un des top 3, top 4 des meilleurs chefs opérateurs du monde, justement avec Delicatessen, Le Nombre des Doutes, Seven, La Plage, Midnight in Paris... voilà, donc c'est un cinéaste qui a une profonde sensibilité et que je trouve très intéressant. Donc voilà, c'est un chef-op pour moi bourré de talent, qui est encore en activité aujourd'hui, qui a notamment sur les dernières années, qui a fait notamment Bardo de Alexandre Inarritu, qui devrait pas tarder à sortir, Armageddon Time de James Gray, et aussi notamment Mickey 7, le prochain Bong Joon-ho qui devrait sortir courant d'année 2024. Donc voilà, c'est le point chef-op. Vous savez à quel point je suis un amoureux de la photographie et à quel point j'aime clairement la photo au cinéma. C'est quelque chose qui me touche énormément et quelque chose dont je suis très sensible. Donc voilà. Voilà. Priscilla, beaucoup de choses à dire, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui me dérangent tout au long du scénario. En fait, la première partie, je la trouve plutôt bien rythmée et tout ça, mais avec plus, justement, c'est pour ça que vous savez que quand je fais des critiques, j'en parle jamais le jour même. Là, on est samedi matin. Je prends toujours le temps de digérer en matant d'autres choses, en sortant un peu avec les copains, ou en travaillant sur mes projets. Mais clairement, je vais vous dire une chose. C'est un film qui, en fait, sur la première partie, j'en parlais avec un ami notamment, a mis le point sur un truc que je trouve très intéressant. Cette première partie nous montre jamais, justement, à quel point Elvis, justement, et enfin à quel point Priscilla est importante pour Elvis. Voilà, ils se font un bisou, voilà, c'est ok, j'ai envie de dire, on a tous emballé une meuf en soirée, très bien, mais clairement, je pense que il y a cet aspect-là, justement, qui, moi, me dérange énormément, c'est de se dire, en fait, mais leur relation s'est développée sur 2 soirées,
Et je trouve que justement, il y a cet aspect-là, il n'y a pas cet aspect-là justement où on prend le temps, c'est-à-dire développer la relation, sur qu'est-ce qu'il y avait à dire sur ces moments en Allemagne, parce qu'elle a 14 ans, d'un point de vue légal, la relation avait fait beaucoup tabou à l'époque. Elle avait, je rappelle, 14 ans. Elle était largement mineure. Elvis, à l'époque, je ne sais pas quel âge il avait Elvis, attendez, je regarde ça. Il est né en quelle année, Elvis ? Il est né en 35. 35, il avait 24 ans, il avait déjà 10 pichkels. Alors certains vont me dire, ouais, mais il y a 10 ans d'écart. Alors oui, sauf que quand elle est majeure, tu t'en fous. Tu dis qu'elle si elle a 18 ans et lui il en a 28, en soi, tu dis, bon, elle est majeure, responsable, elle est vaccinée, elle fait ce qu'elle veut. Et 14 ans, justement, c'est ce qui fait que, justement, tu es encore dans l'adolescence. Tu n'as pas encore tout le facteur, justement, de quotient, justement, qui fait derrière, qui te permet, justement, de distinguer, justement, de voir que les choses, d'un point de vue relationnel, sont saines ou pas. Parce que tu n'as pas le vécu, tu n'as pas encore l'expérience, tu n'as pas encore le bagage justement pour te préparer à ce genre de relation. Et du coup, ce personnage, justement, il y a la phrase de tellement de pédos que Elvis sort à son daron à un moment dans le film, qui lui sort « Elle est mature, elle est très mûre pour son âge. » Oh putain. Waouh. Ça montre à quel point justement... alors ça marche sur moi sur un aspect là où franchement Elvis, moi je connais un petit peu Elvis, j'ai lu un ou deux bouquins sur lui, tous les films qu'ils ont fait sur lui, faut le dire que le mec était quand même... Est-ce que c'était un mec ultra violent et tout ça ? Je sais pas. Est-ce que c'était un mec relativement clean avec la drogue ? Non, pas du tout. Mais que globalement c'était un homme qui était quand même vachement borderline sur certaines choses. Il avait cet aspect justement où il voulait quelqu'un de pur. Il voulait quelqu'un de pur, très maniaque au niveau de tout ce qui est maladie et tout ça. C'était le cas déjà avec sa première copine, je crois qu'il avait dépucelé, et là il a dépucelé elle, donc voilà, c'est-à-dire qu'il voulait son truc, sa femme à elle, pure, où il n'y a que lui qui serait passé, ou presque. Donc voilà, il y a cet aspect-là un peu très 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 borderline que je trouve chez ce cher Elvis, qui pour moi est très très limite. Mais du coup, tout ce affaire relationnel justement, pour moi... manque cruellement d'impact. Après tu vas me dire c'est le cinéma de Sofia Coppola, mais à un moment tu dois quand même impacter, justement. Je trouve que par exemple la relation entre dans Lost in Translation marche très bien parce que justement la rencontre justement se fait de manière très fluide, très naturelle, et là j'ai l'impression que ça fait très oh je le vois, je tombe amoureuse de lui direct. Alors oui, tu peux tomber amoureuse de lui direct, mais à un moment tu ne montres rien en soi, c'est-à-dire qu'il fait que derrière, pleinement, tu montres tout ce que lui peut avoir. En fait, ce qui montre justement... En fait, je trouve que là où la faiblesse justement du film, c'est de montrer Elvis qui n'est pas présent très vite. Je pense que si tu veux marquer Priscilla, justement, tu dois marquer sur, on va dire, un gros tiers du film, où en fait, le personnage de Priscilla doit montrer à quel point Elvis est là, à quel point Elvis est important, à quel point on est amoureux. Ça passe par des petits trucs, justement, et justement, c'est là où il y a une erreur. Et après, du coup, quand elle repart en 62, après avoir enfin reprendre des contacts avec elle, justement, où elle va sur ses 18-17 piges, parce que je crois qu'elle est en terminale, un truc comme ça. Où elle prend l'avion pour le voir et tout ça, où là il y a un petit peu plus de folie, un peu plus de quelque chose justement qui fait que là elle est sortie un peu de son mood, parce que pendant très longtemps, en fait Elvis tu vois pas en quoi il le sort de son mood, parce qu'elle va à les soirées, mais il y a d'autres personnes, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus le contexte qui l'amène à ça, c'est pas forcément que Elvis, et Elvis justement pour moi la sort beaucoup plus dans son carcan à partir de cette partie du film où justement elle l'attend. Et c'est ça qui est intéressant, au final. Après, à un moment, quand elle va commencer à prendre de la drogue et tout ça, vouloir sortir un peu plus avec lui, lutter contre ses parents pour pouvoir s'installer chez lui, terminer ses études dans son école catholique très bien huppée, où justement, où elle va changer un peu vestimentairement, elle va se libérer et tout ça. En fait, je vois pas en quoi, par exemple, Elvis est un point qui fait qu'elle a envie de se libérer. Alors, on va dire, elle se libère d'elle-même à cause de l'ennui. Je veux bien qu'elle à cause de l'ennui, tout ça. Mais en fait, c'est que vu que tu as instauré pleinement Elvis dedans, et surtout quand une relation comme Priscilla Presley est très liée justement à Elvis. Et donc, tu dois montrer à quel point Elvis l'a amené justement à ces changements, sur tout ça. Et après, surtout, si tu crées un personnage, cette volonté de faire un Elvis,
très dans le contrôle d'elle et tout ça, qui l'incite justement avec cette drogue, justement, à un peu un côté débauche, quoi. Mais voilà, je trouve que globalement, cette partie du film permet justement d'amener un certain changement chez elle, mais en apportant d'autres thématiques, c'est-à-dire qu'Elvis est justement un maniaque qui veut son foyer, le contrôle et tout ça. Du coup, tout ce qu'on appelle d'une relation toxique. Ce qui est... Je sais pas du tout, moi perso, je ne l'ai pas vu la relation. Est-ce que la relation entre Elvis et elle était très toxique, justement, dans le sens que Elvis était un odieux connard qui ne supportait pas lié à la drogue, il y a plein de trucs. Moi, ça m'étonnerait guère. Mais en fait, c'est plus dans la vision dont... Après, vous allez me dire, c'est les années 60. C'est clairement une période où, justement, la femme, derrière, ne se libère pas, justement, parce que, voilà, le contexte familial et tout ça, c'est... Divorcer, c'est quelque chose de très compliqué à l'époque. Et c'est une décision ultra forte. Du coup, il y a aussi toute cette dimension aussi, justement, de son changement, de son émancipation, mais que je trouve, en fait, pas assez impactant par rapport à sa relation avec Elvis. Du coup, suivra derrière justement aussi cette relation très chaste entre Elvis et elle, où en fait tu sens doucement cette frustration sexuelle. Une frustration sexuelle qui est chez elle, qui est très présente, mais je trouve que justement qu'il n'y a pas justement ce côté, je trouve, émancipation de son corps, c'est-à-dire son corps, alors vestimentairement, physiquement, oui, mais au niveau de son corps, il y a quelque chose où on prend pas le temps de découvrir, en fait, parce qu'on sent qu'elle a envie, hein, d'Elvis, mais on te montre un Elvis impuissant, un petit peu comme justement dans Marie-Antoinette, c'est pour ça que Marie-Antoinette justement va avoir des amants, va voir d'autres personnes et justement tout ça, parce qu'il y a ça aussi. Et derrière, moi c'est pour ça que je préfère Marie-Antoinette à Priscilla, parce que justement au moins je sens Marie-Antoinette est moins passif. Elle est plus active que Priscilla Presley. Là où Priscilla Presley, je la trouve, mais à un moment, mais fais quelque chose. Touche-toi, trouve un truc, trouve-toi un god, trouve-toi un amant, en cachette et tout ça, ce qui viendra vite à la fin. Mais voilà, globalement, c'est quelque chose qui la crispe justement. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper frustré de la dernière partie du film, où elle commence à voir son enfant, embrouillé avec Elvis est de moins en moins là. Mais justement, elle va sortir. Elle va rencontrer normalement son prof de karaté avec qui elle va avoir une liaison, c'est vrai, elle dit que c'est dans la vraie vie. Elle va sortir avec des gens et tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'en fait, tous ces trucs d'émancipation, c'est ce que t'aurais dû... En fait, c'est mal calé dans le film, ça vient vraiment plus juste à la fin, jusqu'à qu'elle dise « Ouais, Elvis, c'est fini, je me casse, tu m'as fait trop de mal, voilà. » Voilà. Et il y a même un sujet un petit peu avant, je rétroactive un petit peu, où par exemple, à prendre la drogue avec Elvis continue, elle s'arrête. Il n'y a jamais un moment où elle se dit « Ouais, bon, je vais arrêter, hein, parce que bon, c'est pas bien la drogue, ou n'importe quoi, je vais essayer d'avoir un vie plus sain. » En fait, il y a plein de trucs qui fait que je sens que le film ne va pas au bout de toutes les thématiques qu'il aborde, et ça me frustre énormément. Et le plan finit sur Priscilla qui s'en va en voiture. J'ai abandonné ma relation toxique. Très bien. Mais ça arrive quand même sur la choupe. En fait, il n'y a rien qui est amorcé totalement. Alors, il y a des détails, genre Elvis en colère et tout ça, Elvis dans sa décadence. Mais clairement, je trouve que en fait, c'est amorcé à la fin, ça finit un peu comme en mode, ok, voilà, bon, laisse anticiper. Enfin, mais qu'est-ce qu'elle devient derrière ? Qu'est-ce qui se passe justement ? Le pire, c'est qu'il y a des thématiques justement qui auraient pu être abordées et qui auraient pu justement amener justement son émancipation. Qu'est-ce qui se passe après le post-Elvis, justement, ce divorce ? Comment elle va avoir sa relation avec Elvis ? Comment elle va évoluer justement ? C'est une question justement qui sont intéressantes et que clairement je trouve que Sofia Coppola n'amorce pas bien et je trouve ça dommage. Le film dure presque 2 heures et clairement c'était des fois très long. Voilà, ça me fait une certaine peine. Ça me fait une peine parce que ce film avait beaucoup de potentiel justement à réussir quelque chose de très intéressant. Alors que le film est salué par la critique, j'ai vu des articles genre de Elle qui fait sensible et magistral, et Cahiers du cinéma qui fait Priscilla est avant tout un mélo très doux, un fume choté, faisant des confessions de la chambre conjugale au juste niveau sonore de cette histoire. Ah bah clairement putain, alors les niveaux, il était à -12. Alors par contre il y a des points positifs, par exemple je vous l'ai dit, par exemple la photographie pour moi est tout juste exceptionnelle, c'est magnifique.
j'aime beaucoup justement la prestation justement de Kylie Spiney, justement qui a percé notamment il y a quelques années avec Pacific Rim, Vice, justement de Adam McKay, qu'on verra notamment justement dans Civil War justement d'Alex Garland. Donc voilà, c'est une actrice justement qui a quand même un passif assez intéressant, qui est en pleine bourre, là que ça va lui permettre derrière de progresser un peu plus. Justement, là où je la trouve magnifique, à ce côté très poupée de porcelaine et tout ça, mais à un moment, c'est un truc que justement que je vous disais quand je présentais un peu Sofia Coppola, je me disais qu'une chose, je me disais vraiment, je trouve ça dommage parce que son cinéma, pour moi, ne marche pas sur plein de choses qu'elle amorce et que derrière, bah en fait, je trouve ça, en fait, pour moi, le film est presque hors sujet sur ça. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça véritablement dommage. Le film, pour moi, marche pas bien. Mais certains vont me dire, non, mais puisque c'est une réalisatrice, non. C'est juste que Coppola, pour moi, Sofia Coppola, pour moi, je pense arrive à un bout de démarche de cinéma et qui malheureusement ne se renouvelle pas. Et qui va se dire, est-ce que j'écrirais pas des choses différemment et tout ça. Parce que c'est justement, on tourne en rond. On tourne véritablement en rond. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est un raté pour moi, ce n'est que mon avis. Ça sera pas un flop de l'année, parce que je pense que cette année, vu ce qu'il peut attendre, on peut avoir bien pire, on va bien voir, mais clairement, c'est plus... J'attendais, en fait, quand je voyais la bande-annonce de Coppola, je me dis, putain, j'ai envie de me dire, est-ce qu'il va ressortir quelque chose de différent ? Est-ce que, là, l'énergie un peu pop et tout ça, finalement, non, donc voilà, je suis un peu déçu sur ça. Et du coup, voilà, c'est une petite note pour aussi Jacob Elordi, qui vous avez vu notamment dans Euphoria, qui, moi perso, je trouve est un plutôt bon acteur, il joue plutôt bien justement, même si je trouve que c'est quand même très dur de passer après le film de Baz Luhrmann où Austin Butler, lui, est un Elvis possédé, avec une certaine énergie, et qui derrière, justement, là, on est sur une autre version, certes de Elvis, un Elvis, justement, beaucoup plus moins présent, qui, justement, derrière, se concentre sur sa carrière, beaucoup plus violent, appuyé à la drogue et tout ça. Mais voilà, alors là où la lignée, justement, de Elvis est beaucoup plus linéaire. Après, il y a moins d'évolution chez Elvis, je trouve, d'un point de vue linéaire, parce qu'il y a ce côté, justement... Alors, tu le vois évoluer, mais tu le vois pas forcément... comment dire ? Tu le vois pas forcément derrière te dire que... son relationnel avec, justement, Priscilla va le changer. Alors, parce que certes, t'es Priscilla, mais Priscilla doit avoir une influence sur lui, pouvoir le rendre meilleur, essayer de le sauver. Et finalement, bah en fait, il n'y a rien de ça. Je trouve que le film de Baz Luhrmann, sur certaines choses, peut-être rend beaucoup mieux sur ça. Après, c'est ma vision des choses. Sur globalement, perso, je voulais dire Elvis, j'aime beaucoup les musiques, mais humainement, c'est comme beaucoup d'êtres humains, c'est une raflure comme pas possible, comme beaucoup de gens. C'est un mec qui a énormément influencé justement la musique, c'est un homme qui a énormément permis justement aux États-Unis à la population blanche d'accepter des riffs de musique, une certaine musicalité, notamment afro-américaine, et ça, au moins, ça a permis de faire évoluer globalement la musique et amener une nouvelle tonalité justement, sauf si vous écoutez à l'époque, vous étiez dans les clubs de jazz, de blues, et tout ça, cette énergie rock'n'rollesque qui a été déjà là. Le rock quelque part n'est un enfant, un autre enfant justement de tout l'aspect justement de ces musiques là, que le blues, le jazz, la soul, enfin pas la soul, vraiment toute cette musique afro-américaine justement de l'époque, et qui est encore aujourd'hui pour moi une des musiques les plus marquantes, où c'est beaucoup plus compliqué à jouer que certains trucs. Mais Elvis, je mets toujours vous savez comment je parle, comment j'amène, c'est-à-dire j'essaie toujours de voir des nuances de gris dans mes analyses. J'y mets toujours des qualités, comme dirait justement Bertrand Tavernier, il y a toujours quelque chose à sauver d'un film. Bah moi je sauverais de ce film la photographie, je soulignerais justement de bonnes prestations d'acteurs. Mais voilà, c'est juste après moi, Sofia Coppola. Alors peut-être, dites-moi pourquoi vous aimez. J'ai vu des amis à moi sur Instagram et d'autres mettre des bonnes notes sur ce film. Moi, pour moi, ça sera allez, c'est un beau 6,5.
allez peut-être frôler le 7. Vous pouvez me dire, non mais c'est très bien, c'est une bonne note. Oui, mais c'est quelque chose que... C'est un film que je fais parce que le paquet est trop beau. Mais l'intérieur manque clairement de choses. Ce n'est que mon avis. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette émission, en tout cas sur Priscilla. Justement, vous la retrouvez sur YouTube. Merci encore 1000 fois à tout le monde pour les 300 abonnés. Ça me fait putain de plaisir, ça me fait super plaisir de savoir que vous êtes aussi nombreux à soutenir la chaîne. On essaie d'être régulier. Maintenant, j'ai un peu de temps en ce moment pour vraiment être régulier, pour pouvoir donner le maximum justement sur ce live, me donner le maximum sur les films. On se retrouve vers 14h30 justement pour une nouvelle émission. Justement là, il était fini pour une fois le cinéma et on se retrouve tout à l'heure pour un peu un Medal Live et on se retrouve tout de suite.